Donc ce matin, on a deux ateliers qui vont s'enchaîner. Le premier que j'ai l'honneur d'animer qui va être donc autour du bois énergie dans l'industrie. Donc vraiment un sujet dédié au secteur industriel, hein. Et le deuxième qui sera animé par Julien Laporte de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes qui a trait à l'innovation dans la mobilisation du bois énergie, euh, que ce soit dans la forêt ou dans la façon de développer les différents produits et marchés du bois énergie. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à Olivier Gillet de l'ADEME. Donc, nous avons, après l'intervention d'Olivier Gillet, qui va nous rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles l'industrie peut être intéressée par cette énergie. Nous aurons l'intervention de Nicolas Durier de NJ Solutions qui nous présentera une chaufferie bois dans une entreprise de papier à Thonon-les-Bains, et Monsieur Valloni de IDEX qui vous présentera également une autre chaufferie bois industrielle à Commentry dans l'Allier. Voilà, donc deux exemples assez concrets de comment les industriels s'emparent de cette filière bois énergie. C'est un sujet qui est évidemment assez compliqué dans le contexte actuel où on sait le, la compétitivité des énergies conventionnelles, notamment le gaz sur le marché de l'énergie. On sait que les industriels ont aussi des capacités de négociation des prix des énergies qui sont beaucoup plus avantageuses que le particulier qui lui voilà, à des prix qui sont quand même beaucoup moins intéressants et du coup les réseaux de chaleur en bois urbain, les réseaux de chauffage urbain sont sans doute plus intéressants pour ce type de clients. Malgré tout, on voit depuis plusieurs années, et même l'année dernière, deux entreprises ont été lauréates de l'appel à projet national BCIAT en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui prouve qu'il y a quand même un intérêt et un potentiel pour le développement du bois énergie dans les filières industrielles. Voilà mon petit propos introductif. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Gillet, donc qui est responsable énergie en entreprise à la direction régionale de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Olivier, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Olivier Gillet, donc ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, en charge d'énergie d'entreprise sur la partie est de la région. Et pour information, également en charge d'écologie industrielle et territoriale, on va dire de synergie entre flux sur des territoires assez définis sur l'ensemble de la région. Voilà, mais là, c'est plutôt la casquette énergie, bien sûr, en entreprise qui nous intéresse. Du coup, Nicolas, je te laisse. Voilà. Pour introduire cette présentation, je me suis intéressé aux divers engagements des entreprises. Alors, je suis désolé, j'ai été prendre certaines du CAC 40,
parce que je me suis dit que c'est là qu'on avait les meilleures informations. On voit que dans les rapports de développement durable, les communications officielles de ces entreprises, cette quarantaine d'entreprises, dans le diagramme de gauche, il y en a quand même plus de 4 sur 5 qui déclarent avoir une ambition d'action, on va dire, devant permettre, si tout le monde fait pareil, de respecter l'accord de Paris, on va dire, limiter à 2 degrés le réchauffement climatique en fin de siècle. Il n'y en a qu'une sur 5 qui va beaucoup plus loin. Et là, on sait que c'est plus compliqué, être largement en-dessous des 2 degrés. Du coup, je vous ai mis un verbatim des engagements des diverses entreprises en question, grandes entreprises en question, en l'occurrence. Je n'ai pas mis qui c'est parce que ce n'est pas spécialement intéressant. Mais on se rend compte, si on regarde, qu'il y a classiquement des choses réduites de 30% en 2030, intensité GES, donc là c'est par produit, par kilo de produit, réduit de 30% en 2050, neutralité carbone en 2025, là c'est tout proche, hein. Zéro émission opérationnelle nette en 2030, 30%, moins de 30% en 2030. On retrouve d'ici 2025, l'ensemble de nos sites seront neutres en carbone. C'est tout proche aussi. 2030, nos fournisseurs stratégiques, donc là il y a une action sur l'amont, les fournisseurs réduiront de 50% leurs émissions nettes directes de GES et réduction de 50% entre 2010 et 2025. Là, j'espère pour eux qu'ils sont déjà bien avancés. On se rend compte que la plupart de ces objectifs officiels sont dans la décennie. Je ne vous cache pas qu'on a parfois en contact direct des responsables de site ou des personnes en charge globalement de l'énergie, hein, des référents énergie qui nous disent, mais énergie ou climat, nos boards internationaux ont pris ces engagements, on n'est pas sûr de savoir comment faire, notamment quand c'est à l'horizon 2025-2030, et la plupart de ce que j'ai trouvé est dans cet horizon. Du coup, je vous proposais de regarder quel type de démarche pouvait être engagée pour atteindre ce type d'objectif en focalisant sur l'aspect chaufferie-bois. J'ai pris un exemple parmi un certain nombre, mais celui qui était assez renseigné pour nous. C'est Nestlé en France, donc il y a plusieurs entreprises. Vous voyez son objectif carbone à gauche en tonnes de CO2 entre 2010 et 2017, même pas la décennie, qui a eu une baisse très très significative. Et au fur et à mesure, vous voyez les photos des diverses installations moyennes, grosses, voire très grosses, de chaufferie biomasse, souvent chaufferie bois. Parfois, c'est toujours intéressant, ça peut être des chais de fabrication. Je crois qu'ils ont une chaufferie mixte bois marc de café, quelque part en France. Voilà, ils utilisent 100% de plaquettes forestières certifiées pour la partie bois. Et on voit que ça a un effet très efficace puisque en 8 ans, ils ont réduit, 7-8 ans, ils ont réduit de plus de la moitié leurs émissions de GES. Du coup, oui, merci. J'ai retiré 2 exemples. Il y en a un certain nombre dans leur présentation en général. 2 exemples toujours chez eux. Le premier qui est en exploitation interne Nestlé, exploitation directe. Le second qui passe par un tiers financeur. Et bien sûr, on va en parler pas mal. Et par la suite, vous aurez des tiers financeurs qui interviendront. J'ai pris des 2 chaufferies bois de taille à peu près classique, hein, entre on va dire 5 et 15 mégawatts. Vous voyez, donc là dans les 2 cas, c'est pour de la vapeur. Elles produisent 88-90% de la demande de vapeur usine, ce qui est énorme. L'investissement, c'est de l'ordre de 3 et quelques millions d'euros. Il y a une subvention ADEME qui est notable à chaque fois de l'ordre du tiers. Ça peut évoluer. Il y a le montant de CO2 évité qui est assez gigantesque aussi. Et vous constatez que c'est des chaudières, ce n'est pas des projets, hein, c'est des choses qui sont en action depuis respectivement 7 et 9 ans. Donc c'est un exemple de groupe, je ne veux pas le mettre spécialement en avant, mais encore une fois, c'est lui qui était mieux documenté. Il n'est pas le seul, mais qui a fait le choix comme ça vraiment d'aller vers des installations biomasse, énergie biomasse, pour réduire fortement ces émissions de gaz à effet de serre dans la décennie actuelle. Si on continue, du coup, ce qui est important, la démarche.
avant de partir, excusez-moi l'expression, mais bille en tête sur des énergies renouvelables, il faut vraiment, et dans tous les cas, c'est quand même sain, réinterroger ses besoins, puis être efficace, puis aller vers les renouvelables. Donc interroger ses besoins, c'est avant toute chose connaître, bien entendu, pour avoir une connaissance complète des besoins et des consommations d'énergie, complète, détaillée, dans l'entreprise, et puis à partir de là, dresser ou faire dresser un plan d'action en matière d'efficacité énergétique. Bon, les grandes entreprises sont obligées de réaliser ce audit énergétique depuis 2015 de mémoire. Les autres, c'est fortement conseillé. Pour information, plutôt pour les plus petites entreprises, l'ADEME a mis en ligne depuis déjà de nombreuses années sur le site diagadem.fr un bon nombre de cahiers des charges qui sont libres de droit, que vous pouvez adapter à votre situation et qui vous permettent de déjà, ça vous aide dans la méthodologie et ensuite vous permettent de contacter, consulter un certain nombre de prestataires pour avoir des devis. Il y a des cahiers des charges globaux, audit énergétique diagnostic énergétique dans l'industrie. Il y en a spécifiques sur le bâtiment, sur la ventilation, sur le froid, sur pas mal de domaines, et d'autres types dont on parlera un peu plus loin. Donc ça, c'est la partie connaissance, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a ça, bien entendu, il faut agir sur, outre la sobriété, l'efficacité énergétique, pour ce qu'on appelle consommer moins et mieux. Bien entendu, l'énergie la moins chère est celle que l'on ne dépense pas. Euh, Sans oublier la chaleur fatale qui peut être disponible sur votre site, notamment, comme on dit, pour bénéficier d'une énergie déjà payée. Donc la chaleur fatale, c'est la chaleur que vous auriez fatalement sur votre site, dans votre process. La plupart du temps, vous générez de la chaleur qui assez souvent est perdue. Et il reste encore des gisements très importants, hein. On estime que c'est de l'ordre de 100 000 gigawattheures par an en France, la chaleur fatale industrielle, dont une moitié, grosso modo, qui a plus de 100 degrés, donc qui doit être relativement facile à récupérer, ce qui représente plus de tiers des combustibles utilisés en France, hein, si on prend cette référence. Cette chaleur fatale, elle peut être chez vous, elle peut être chez des voisins aussi. Inversement, vous pouvez avoir un gros gisement de chaleur fatale et par exemple à des températures qui ne vous intéressent pas, qui pourraient intéresser vos voisins. Donc là, il ne faut pas hésiter également à réfléchir, à mettre en commun cette ressource pour pouvoir exporter ou importer, entre guillemets, la chaleur fatale vers ou de vos voisins. Et tout ça, ça peut être accompagné par l'ADEME, que ce soit en démarche, on va dire, one-to-one, ou alors sous forme d'écologie industrielle et territoriale. L'ADEME peut accompagner tous ces projets. Et puis enfin, si tu peux juste passer au suivant, normalement, voilà, passer le cap du renouvelable, à intégrer une nouvelle énergie. Donc pour deux raisons principales, avoir une visibilité sur vos coûts de production. Là, depuis une dizaine d'années, vous savez bien que les différentes autres énergies sont extrêmement volatiles. Alors, en cette période, comme tu l'as dit, Nicolas, tant mieux pour les industriels à des coûts très faibles, mais on sait que ça peut rebondir fortement et surtout, c'est très dur à prévoir, enfin, quasiment imprévisible, contrairement aux énergies renouvelables en général et notamment à la biomasse, dont on peut prévoir une augmentation, mais qui sera de toute façon limitée. Et puis, on va le voir par la suite, il y a quand même un grand nombre de technologies éprouvées avec des bons rendements énergétiques, des solutions adaptées à de multiples usages et avec un bon nombre de retours d'expérience. Et puis, on aura des retours en live juste après. Alors, l'ADEME a fait réaliser en 2018 une étude générique sur une dizaine d'énergies de récupération ou énergies renouvelables. Là, je vous ai mis en jaune à gauche biogaz, biomasse, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les a mises en regard de la douzaine de gros secteurs industriels en fonction de leurs divers besoins, que ce soit en froid, en basse température, moyenne, haute ou très haute, voire électricité. L'avantage donc de la biomasse, c'est que comme vous voyez, ce que vous voyez, il peut couvrir l'ensemble des besoins, que ce soit, alors en froid, c'est peut-être parfois plus compliqué, mais de faible température jusqu'à haute température, jusqu'à 1500 degrés, et bien entendu la vapeur, et également en cogénération, donc produire de l'électricité en plus de la chaleur. Voilà, cette étude est assez intéressante parce qu'on va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Chacune des ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération,
est étudié. Il y a un mini dossier sur chacune. Il y a un ou plusieurs exemples à chaque fois. Donc, c'est des documents intéressants si vous souhaitez aller vers les ENR ou la récupération d'énergie avec ce type d'installation. Alors, quelle raison de passer à la biomasse? Là, on se concentre sur notre sujet du jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une visibilité sur vos coûts de production. Ça permet de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ça permet de s'affranchir très fortement de l'aspect imprévisible des prix des énergies fossiles. Et du coup, vous êtes sur un investissement qui est viable et qui est, on va dire, stable en termes de production et en termes de coûts sur plusieurs années et dizaines d'années. Deuxièmement, ça a un haut rendement énergétique pour de multiples usages, soit du chauffage, du process, de la vapeur, on l'a dit, quasiment toute entreprise a des besoins de chaleur. Les rendements sont facilement de 85%, un peu plus haut pour les chaudières plus grosse taille. Et les technologies de combustion existantes sont déjà largement éprouvées. Troisièmement, c'est une ressource à la fois disponible et de proximité. Alors, il faut un partenariat, bien sûr, assez solide avec les fournisseurs locaux. Si vous passez par une aide ADEME, on vous demandera ça et on va vous accompagner là-dessus. Une logistique, bien entendu, contrôle du combustible, ça c'est à peu près normal, comme pour toute matière première. Et puis, on dit souvent, on va couper des arbres pour faire des chaufferies bois. Eh bien non, on utilise uniquement la partie déchets de la forêt. Et il faut savoir qu'en France, on estime qu'on utilise grosso modo que la moitié de la croissance de la forêt. Donc il y a encore du gisement à utiliser, même s'il faut moduler ça, puisqu'il y a une partie qui est très difficilement captable, notamment sur les très fortes pentes. Et puis de proximité. On a beaucoup parlé pendant la crise qui, espérons-le, est juste derrière nous, de relocalisation. Là, on sait que c'est à la fois des ressources locales et des emplois locaux. Quatrièmement, une haute performance environnementale. Donc là, on a déjà un peu parlé, bien entendu, principalement sur l'aspect CO2. Sur l'aspect fumée et poussière, des installations moyennes et grosses sont maintenant des moyens de filtration qui sont très performants, donc qui ont peu d'impact sur la qualité de l'air. Et enfin, il faut profiter de l'aide financière actuelle depuis quelques années, grâce au fonds chaleur qui est géré par l'ADEME et qui apporte une aide notable aux projets, notamment moyens et gros, d'énergie renouvelable thermique en général et de biomasse en particulier. Pour information, le fonds chaleur, c'est entre 300 et 350 millions d'euros par an. Ça commence à être une manne assez importante pour les entreprises, notamment puisqu'il y a également les collectivités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des dizaines d'industriels en bénéficient déjà. J'imagine que vous aurez la présentation. À gauche, il y a un lien en cliquant sur l'image directe vers le petit guide de 54 exemples d'installations biomasse en entreprise. Vous pourrez aller sur le guide et voir, de mémoire, c'est analysé par secteur d'activité, ce qui est assez intéressant. Si vous êtes sur quelque chose de très spécifique, une laiterie par exemple, vous allez tomber sur ce type d'installation et des exemples. Du coup, Nicolas, tu as voulu cliquer et je pense qu'on est sorti de la présentation. C'est pas bien grave. Je pense qu'on va juste revenir sur la présentation. Voilà, merci en tout cas. Voilà, vous avez accès directement par ce lien et c'est un document à télécharger sans problème. Sur un bon nombre d'industries, bien entendu, puisque les chaufferies biomasse commencent à être répandues, comme on le mettait, dans plusieurs dizaines d'installations industrielles, notamment de taille assez notable. Dans l'industrie, on se rend compte que le fluide majoritaire est la vapeur. On n'y pense pas immédiatement quand on imagine ou qu'on envisage la solution biomasse, mais vous voyez que c'est largement la majorité. Et après, bien sûr, eau chaude, huile thermique, etc. Mais la vapeur, bien sûr, en industrie, est une partie importante des installations qui sont déjà en fonctionnement.
Si on passe au suivant, je vous ai mis un camembert. Donc ça, c'est plutôt les moyennes, grosses installations, celles qui sont passées par le BCIAT, on en parlera tout à l'heure. On voit tout de même qu'en haut à droite, l'industrie agroalimentaire, si on inclut les laiteries, bien sûr, capte plus de 40%, puisqu'il y a la distillerie également, plus de 40% des installations, ce qui peut se comprendre, hein, parce que les IA ont des besoins de chaleur très variés, des températures très variées également. C'est souvent adapté. Et elles peuvent également avoir des coproduits, des déchets qui rentrent dans ces chaudières-là, toujours au cas par cas. On voit l'industrie du bois, bien entendu, parce qu'elle, en général, elle a directement, elle produit directement son combustible potentiel. Et après, on a tout type d'autres industries, que ce soit les papiers cartons, les matériaux de construction pour lesquels ça se développe, jusqu'à la chimie qui est assez notable, la métallurgie, enfin, de façon très large, et même le tertiaire privé qui a également quelques installations, et l'agriculture. Alors, quel accompagnement par l'ADEME en amont, on vient au cas par cas. Là, je prends le cas de notre région, hein. Enfin, en général, on vient par le cas par cas, je pense sur tout le territoire français, accompagner les études de faisabilité, biomasse et énergie. Sur notre région, on a limité les aides jusqu'à 30% pour les grandes entreprises sur ces études et jusqu'à 50% pour les PME, les collectivités. L'avantage également, j'ai mentionné la plateforme Diagadem tout à l'heure. C'est là où sont stockés pas loin d'une cinquantaine de cahiers des charges types reconnus au niveau national dans plein de domaines très différents. Ça peut être la gestion des déchets du BTP, ça peut être les bilans carbone, mais c'est notamment beaucoup de diagnostics, comme j'ai dit tout à l'heure, diagnostic énergie pour les entreprises, mais également un bon nombre d'études de faisabilité, de cahiers des charges type, d'études de faisabilité, notamment énergie renouvelable. Donc, il y a une cahier des charges d'études de faisabilité chaufferie biomasse, comme il y en a pour le solaire thermique, pour la méthanisation, pour la géothermie, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces cahiers des charges voilà, pour votre propre démarche et consulter des prestataires qui sont assez nombreux, notamment dans la région, hein, parce que je n'ai pas fait du régionalisme, mais on est très actif sur le sujet des chaufferies biomasse dans le pays. Et puis au niveau de l'investissement, ça va dépendre de la taille de la chaudière. On a une nouvelle plateforme qui vient juste d'être inaugurée, hein, qui s'appelle, donc pour la partie entreprise, entreprise.adem.fr. La plateforme, c'est Agir pour la transition. Il y a 3 entrées, particuliers, collectivités et entreprises. Là, je vous ai mis que la vôtre, sur laquelle a été déjà versé, et ça va s'améliorer encore, l'ensemble des aides, des informations et des aides que l'ADEME peut apporter à ses publics, notamment aux entreprises. Donc tout passera par cette plateforme tout passe à partir de juillet de ce mois-ci, y compris nos appels à projets. J'ai quand même cité son nom, donc Aura Bois pour nous, et Aura Réseau si derrière il y a un réseau de chaleur associé. Nos appels à projets pour 2020 sont échus la plupart depuis un mois juste. Et il y aura donc de nouvelles sessions. Il y en a 2 par an depuis 2 ans, donc qui est en gros en tout début d'année et en mi-année. Donc l'appel à projet va sortir à l'automne. Vous pouvez candidater, réaliser les études d'ici là, et puis donc candidater avant janvier 2021 ou avant juin 2021. En termes d'aide publique, ça va dépendre de la taille. Sauf exception que je vais préciser par la suite, on va aider les chaudières qui vont produire plus de 1200 MWh par an. Donc les chaudières moyennes, voire grosses. Et entre 1200 et 12 000, donc 10 fois plus, en gros entre 100 TEP et 1000 TEP, pour prendre des choses peut-être plus parlantes pour certains, entre 1200 et 12 000 MWh par an, on va être tout simplement sur une aide forfaitaire. Donc là, on a simplifié le système d'aide. Ça va être une aide euro par mégawattheure énergie renouvelable, donc bois, sortie sur 20 ans.
Donc, c'est une aide décroissante en fonction de la taille de la chaudière. Et ça, on le trouve sur l'appel à projet et sur les conditions d'éligibilité de financement du fonds chaleur pour les chaufferies bois. Quand on est supérieur à 12 000 mégawattheures par an, là, on n'est plus sur du forfait, ça commence à être des grosses installations. Et donc, on a une analyse économique, en gros, où on compare le coût de revient en coût global, bien entendu, l'ensemble des coûts, coût de revient global de la chaleur produite avec une solution de référence fossile qui est souvent du gaz naturel. Donc, on compare et on essaie d'apporter une aide pour que, effectivement, la solution bois soit plus intéressante financièrement, encore une fois, en coût global dans ce cas-là. Donc, entre 1200 et 12 000 mégawattheures par an, c'est un forfait, donc c'est très simple de se projeter. Au-dessus de 12 000, là, c'est une analyse économique que réalise l'ADEME à partir de données qu'on vous demandera, bien entendu, et en comparaison avec une solution basique. Je n'ai pas parlé des inférieures à 1200. Elles n'étaient pas directement éligibles par le fonds chaleur, parce que le fonds chaleur, pour chacune des installations, que ce soit solaire, que ce soit géothermie, euh, a défini un plancher au-dessus duquel il n'intervient pas directement. On a pu, et notamment dans notre région, parce que je pense qu'on est un peu en avance là-dessus, on peut, sur certains territoires, néanmoins, avoir des installations plus petites euh, qui peuvent être accompagnées par les collectivités. Il y a un certain nombre de collectivités que je vais citer pour lesquelles on a passé un contrat un peu global sur les ENR et pour qu'elles elles-mêmes aillent sur le terrain chercher des projets ENR thermiques et viennent les accompagner, et notamment le bois énergie. Du coup, l'objectif étant de passer ce fameux seuil de 1200 mégawattheures par an en cumulant 2, 3, 4 chaudières, que ce soit des collectivités, que ce soit d'entreprises, d'associations, n'importe quel type. Et donc sur leur territoire, souvent c'est des territoires à énergie positive, ces collectivités, ces intercos, ces PCI viennent comme ça chercher des projets, aider à les monter, et ils ont en général des chargés de mission qui sont sur ce sujet-là. Et ça permet comme ça, en regroupant plusieurs projets plus petits, de passer ces seuils-là, et donc à ces projets de devenir éligibles. Les collectivités concernées à ce jour sont, il n'y a pas d'ordre, Saint-Étienne Métropole, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont Métropole et la métropole de Lyon, donc nos 4 grosses métropoles, plus la communauté de l'Ouest rhodanien, Chambéry Métropole, Cœur des Bauges, et le CITEC, qui est la grosse partie de l'Est du Cantal. Voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres collectivités qui soient en cours ou souhaitent rejoindre le dispositif qui est accompagné par l'ADEME. Du coup, c'est toujours des fonds ADEME, toujours du fonds chaleur, mais pour vraiment diffuser sur le terrain et faire en sorte qu'il y ait la bascule vers les ENR thermiques, on a souhaité que les collectivités qui sont bien répondues présentes puissent être le relais de l'ADEME et du fonds chaleur sur les territoires. Je me dis qu'ils ont été bien présentes parce que je me souviens d'exemples de Grenoble à Métropole. C'est des contrats de 3 ans généralement, et je crois que bien avant les 3 ans, ils avaient déjà dépenser entre guillemets tout le fonds qui leur était alloué, mais ce qui est une bonne chose, c'est l'objectif, c'est qu'il y a des projets sur le territoire et que le fonds chaleur transite en quelque sorte également par ces collectivités. Pour l'accompagnement individuel, je vous rappelle la plateforme Direct là qui vient juste de sortir il y a quelques semaines, donc entreprise.adem.fr, où là vous rentrez simplement votre signalement et vous avez une interrogation très simple sur l'ensemble des aides de l'ADEME, que ce soit sur l'investissement quand il y a des dispositifs qui sont adaptés et qui sont en cours. Pour l'instant, dans notre région, il faut attendre au rabois pour la biomasse. Sur les études amont, que ce soit notamment études de faisabilité, on n'est plus diagnostic en général, et que ce soit également sur la recherche, développement, innovation. Donc c'est vraiment un peu tout le continuum des aides de l'ADEME. Voilà les 2-3 informations complémentaires. Les plus petites entreprises, outre l'accompagnement par effectivement les collectivités que j'ai citées, peuvent bénéficier d'un soutien, un accompagnement un peu méthodologique et de connaissance du terrain et des systèmes d'aide de l'ADEME par les chambres de commerce, chambres de métier, mais là vous n'êtes pas concerné, par les chambres de commerce. Donc, il ne faut pas hésiter. À part en Haute-Savoie, c'est plus compliqué. Je crois que toutes les chambres de commerce de la région ont des chargés de mission énergie environnement
qui sont cofinancés par l'ADEME pour apporter principalement aux PME comme ça information et méthodologie. Les tiers investisseurs, on va en parler juste après avec des beaux exemples. Euh, pardon. Et juste, j'en profite pour également faire un peu la promotion. C'est bien de faire appel à un prestataire extérieur, notamment pour, sur le premier poste, connaître sa situation, donc tout ce qui relève de diagnostic et audit. C'est important que ce soit pérenne et donc qu'on intègre en interne des compétences un peu spécifiques et un peu lourdes en termes d'énergie en entreprise, notamment industrielle. Et pour cela, ça fait quelques années que l'ADEME a pu monter une formation qui, depuis peut-être 2-3 ans, bénéficie d'un programme de certificat d'économie d'énergie, ce qui fait de mémoire, elle est gratuite pour les entreprises de moins de 300 personnes, qui est une formation vraiment spécifique pour que on appelle ça référent énergie en industrie, puisse monter en compétences. Elle s'appelle Pro-Refei, R-E-F-E-I, référent énergie industrie. Et cette formation est de 3 jours de mémoire, un jour en MOOC à distance, 2 jours en présentiel parce que c'est intéressant de rassembler les gens qui ont en général les mêmes problématiques sur l'énergie, à peu de choses près, ils se posent les mêmes questions. Et elle inclut également un accompagnement, donc c'est une formation action, un accompagnement sur quelques mois pour faciliter la prise en compte de cette formation et un peu mettre le pied à l'étrier sur des questions énergie que se poserait l'entreprise qui suit la formation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à ce type de formation. Il y a des sessions régulièrement, en distanciel actuellement, mais j'imagine que ça va reprendre en physique sur l'ensemble de la région. Donc c'est pro-refei, R-E-F-E-I, et ça permet déjà aux futurs référents énergie-industrie, quel que soit son poste par ailleurs, de monter en compétences fortes spécifiquement sur cette thématique. Je crois que j'en ai fini. Merci Nicolas d'avoir indiqué ProRefai. C'est vrai que je ne l'avais pas mis dans ma présentation parce qu'on est plus spécifiquement sur le bois. Merci Olivier. Je suppose qu'il y a des questions. Alors, ouais, Julien. du coup, alors il y a d'abord une réaction de Claude Chopin et d'Aénergie. Il convient de s'assurer en industrie que la vapeur est bien utilisée sous forme de vapeur. Il n'est pas rare de constater que c'est parfois uniquement 10% de la vapeur qui est utilisée en tant que telle. Donc ça, c'est une réaction. Ensuite, il y a eu des questions. Pardon, c'est une réaction qui ne doit pas être spécifique, j'imagine, à la chaudière bois, chaudière biomasse. C'est plutôt une réaction un peu générique, j'imagine. Ensuite, il y a Anne Forêt de la communauté de communes de Grésivaudan. Même si vous avez commencé à y répondre, je pense, à travers de ProRefei là, qui permet de monter en compétences en entreprise. Nous sommes en train de réfléchir sur la mobilisation des entreprises pour la transition énergétique. Est-ce qu'il existe un petit document, alors autre que j'imagine le retour d'expérience des 54 exemples, un petit document à destination des entreprises pour promouvoir la biomasse? Effectivement, les 5 points que j'ai cités sur un transparent, c'est une petite plaquette. Les points sont détaillés, etc. Donc, c'est vraiment à l'attention des entreprises, principalement industrielles, pour faire la promotion de la biomasse. J'en profite pour te saluer, Anne. On se croisera sûrement dans d'autres circonstances. Je ne sais pas s'il y a une plateforme où on peut déposer des documents, mais voilà. Sinon, vous avez le titre en fait puisque j'ai mis l'image du document et vous le retrouvez assez facilement sur le site de l'ADEME. Ok. Pour ProRefai, justement, pour s'inscrire, c'est aussi. C'est tout simplement en ligne en fait. Vous tapez Ok. pro, alors de mémoire-refei, R-E-F-E-I. Vous allez tomber dessus assez vite et c'est en ligne tout simplement. Vous aurez accès aux diverses formations et aux dates bien sûr dans votre région ou ailleurs, selon que vous souhaitez. Je crois que c'est limité, alors je te parle de mémoire, à 3 personnes maximum par structure. Ça peut être intéressant si on est multi-site ou si on a un gros site, ça peut être intéressant de faire parfois d'y aller à 2 ou 3. Ça permet également de croiser ses propres expériences et voilà, c'est une solution également. Mais donc, il faut aller directement en ligne et c'est très simple. Ok, parfait. Existe-t-il des appels à projets pour d'autres régions que l'Auvergne-Rhône-Alpes? Certainement. J'avoue que je ne les connais pas directement. Et c'est l'avantage de la plateforme que j'ai citée, c'est que quand vous allez rentrer rapidement vos coordonnées, donc pour être identifié, et après, vous pouvez interroger par région. Du coup, si vous êtes uniquement sur la région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ben, vous allez demander
soit les aides à la décision, soit les aides aux investissements spécifiques énergie, spécifiques déchets ou autres, et notamment ENR, sur cette région-là. Si vous êtes multisite, du coup, vous pourrez interroger chacune des régions. Donc, c'est par ce biais-là que vous aurez, du coup, avec un seul portail, accès à l'ensemble des accompagnements financiers de l'ADEME sur l'ensemble du territoire. Ok. Et enfin, un petit apport de Marie-Noël Roulefebvre de Auvergne-Rhône-Alpes. Toujours dans la région Aura, l'appel à projet Réseau Chaleur Froid de la région permet de financer certaines situations de récupération de chaleur fatale. Critères de longueur et de densité thermique du réseau de distribution. Par contre, il ne doit pas fonctionner si la chaleur n'est pas distribuée par réseau, mais réinjectée dans un process industriel. Je ne l'ai pas précisé parce qu'on s'éloignait de notre sujet. Ouais. S'il y a des sujets, c'est des questions, ou des intérêts ou des projets, pré-projets sur la chaleur fatale, n'hésitez pas à me contacter. Là, c'est l'appel à projet Aura Énergie avec un Y et qui a régulièrement comme ça des projets de chaleur fatale, soit en interne. Du coup, visiblement, il n'y a pas d'aide de la région, mais il peut y avoir une aide de l'ADEME sous certaines conditions, soit quand on exporte ou importe de la chaleur fatale, encore une fois, vers les sites voisins, ou via un réseau. On a un exemple là. J'ai pas vérifié que le communiqué de presse est sorti, donc je ne peux pas dire qui, mais sur une commune de taille très, très moyenne, une industrie agroalimentaire qui a de la chaleur fatale à assez basse température en quantité. En agroalimentaire, c'est assez classique. Actuellement, les calories partaient dans la nappe, on va dire, et, et du coup, elles sont récupérées par un tiers investisseur et il investit à la fois chez l'industriel pour récupérer cette chaleur et dans le réseau de chaleur qui est à créer et qui va distribuer cette chaleur auprès de bénéficiaires publics d'ailleurs ou logements sociaux. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va s'articuler un peu mieux, je pense, dans les mois et années à venir avec la région sur cet appel à projet, mais qui visiblement est uniquement dans le cas où la chaleur fatale part sur un réseau, Ouais. l'ADEME étant sur les cas où c'est utilisé en interne ou également Tout à fait. un Et réseau a de chaleur. priori, on parle bien en plus là des opérations inférieures à 1200 MWh. D'accord. Oui, nous, il n'y a pas de seuil en fait pour la chaleur fatale. En définitive, on a des très petites installations jusqu'à, là on a vu de 50 gigawattheures quand même. D'accord. Très bien, merci pour ces interventions et remarques et questions. Moi, j'en avais une en complément. Il me semble que les certificats d'économie d'énergie sont depuis très récemment, je crois que c'est juin, aussi mobilisables sur la biomasse, les chaufferies biomasse, dans le cas, et cumulables éventuellement avec les aides du fonds chaleur dans le cas où il y a une analyse économique, donc des ressources de financement complémentaires à, à aller mobiliser auprès des obligés des certificats d'économie d'énergie, un mécanisme dont, si vous ne connaissez pas, nous avons très régulièrement des webinaires pour le traiter dans les détails. Oui, et puis j'ajoute que des certificats d'économie d'énergie, quand une fiche standardisée existe, c'est relativement simple une fois qu'on a compris le dispositif. Et actuellement, ils ont une valeur très très élevée. Donc c'est souvent intéressant pour un bon nombre d'actions, notamment les actions de maîtrise de l'énergie, puisque dans l'industrie, il y a un grand nombre de fiches et qui permettent de couvrir, alors peut-être pas pour la biomasse, qui permettent de couvrir 20, 40, 60, 80% d'un investissement de maîtrise de l'énergie quand il y a une fiche standardisée qui existe. Et effectivement, dans certains cas, mais là, il faudra rentrer dans le détail, il peut y avoir cumul certificat d'économie d'énergie et aide ADEME au fonds chaleur. Mais là, ça devient c'est un peu spécifique par type d'investissement. Donc, on va peut-être pas s'étendre maintenant sur ce sujet-là. Et toujours sous une analyse économique globale pour pas qu'il y ait d'effet d'aubaine. On ne va pas aider des projets qui ont des temps de retour de 15 mois. Très bien. Merci encore à Olivier pour ta présentation. N'hésitez pas à revenir vers lui et Pierre-Laurent si vous êtes industriel et que vous vous intéressez à toutes ces questions, donc à la direction de l'ADEME.
Et sur le site, si j'ai bien compris, entreprise.adem.fr pour des données plus transversales. On va passer à une deuxième présentation qui est un cas concret de chaufferie biomasse sur les papeteries du Léman qui sont à Thonon-les-Bains. C'est Nicolas Durier qui doit donc intervenir au nom de NG Solutions. Vous êtes là, Nicolas? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Parfait. Très bien. Oui, dans la lignée de ce que vient de présenter l'ADEME, je vais vous présenter un cas concret d'installation de chaufferie biomasse chez un industriel pour de la vapeur, pour son process vapeur. Alors là, c'est un petit peu le contraire de ce que j'ai entendu tout à l'heure. On est plutôt sur 90-95% vapeur et puis le reste pour du chauffage d'atelier. C'est un projet qui est né donc en 2008-2009 et qui a bénéficié de subventions de l'ADEME dans le cadre des appels à projets BCIAT 2009. Voilà, on va passer à la prochaine slide. Alors, comment est né le projet, la genèse du projet? C'est un projet donc, qui a été financé par NJ Solutions parce que l'industriel souhaitait externaliser son process. Alors, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect, et surtout, je dirais, l'aspect conception, adaptation du besoin, du dimensionnement aux besoins du client, et puis un engagement sur la durée, tant en termes de prix que de fiabilité et d'exploitation de l'installation. Donc cet industriel, qui est un papetier historique sur la région de Thonon, Thonon-les-Bains, avait une cogénération qui était en fin de contrat. Donc il produisait sa vapeur avec une turbine à gaz et elle était en fin de contrat en octobre 2012. Ils ont souhaité communiquer et créer et être accompagnés sur un projet qui leur permettrait de baisser l'empreinte carbone du site. Donc, étant un gros consommateur de vapeur, la biomasse est arrivée à point nommé. Ils ont cherché une baisse de prix, et avant tout une stabilité du prix de la vapeur, et ça s'est vérifié. Alors, certes, le prix du gaz a diminué récemment. Néanmoins, la biomasse est restée très très stable depuis l'origine, puisque maintenant on a un temps de retour, enfin on a un retour d'expérience d'environ, elle a démarré en 2013, donc vous voyez, c'est en 2020, donc on a pu constater, non sans difficulté, parce qu'il a fallu organiser la filière d'approvisionnement biomasse, pour en tout cas les chaufferies que l'on avait sur la région. On livre à peu près, alors sur ce site-là, 23 000 tonnes, et sur Savoie, Haute-Savoie, enfin Isère, environ 150 000 tonnes de bois par an. L'autre point et l'autre besoin, c'était un tiers financeur pour une opération clé en main avec garantie technique, financière et réglementaire dans le temps. Donc, ils ont souhaité externaliser complètement, leur dire on va confier ça à des spécialistes et se concentrer sur notre process et faire fi de tout ce qui est autorisation d'exploiter, rejet, polluants, enfin toutes ces choses-là, ils ont souhaité externaliser ça. Donc il s'est trouvé qu'il y avait eu cette opportunité en association avec l'ADEME de l'appel d'offres BCIAT, et on a abouti à la mise en place d'une chaufferie bois de 8,2 MW, et je vais vous montrer ensuite comment on a pu dimensionner ça. Donc la biomasse pour nous, et avec le recul, on l'avait à peu près. Certains points on les avait un petit peu, c'était quand même nouveau, ces gros projets biomasse. Certains points on les a un peu négligés ou un peu sous-estimés, d'autres un peu différemment. Donc les contraintes, donc c'est un prix compétitif avec une opportunité de subvention dans le cadre des BCIAT. Enfin, l'opportunité, pardon, c'était ça. Une évolution des prix moins volatile et donc une visibilité dans le temps. Donc, on avait anticipé ça de par
La structure du prix de la biomasse, on voit qu'il y a quand même cette stabilité, puisque la ressource, M. Gillet l'a très bien dit tout à l'heure, la ressource est quand même présente sur notre région, et donc ça permet d'avoir cette stabilité dans le temps. Quelques contraintes, la nécessité d'avoir un appoint et un secours intégral, parce que c'est du bois, le combustible, c'est pas du gaz ou du fioul, ça tombe en panne de temps en temps. Donc il faut, surtout chez les industriels qui utilisent de la vapeur, un fluide dont on a besoin quasiment instantanément s'il y a une rupture, et on mettrait en panne les machines à papier immédiatement. Il faut qu'on ait un appoint et secours intégral qui permettent de fournir la vapeur en cas de panne sur la chaudière biomasse. Il y a bien sûr une empreinte au sol plus importante. Alors, il se trouve que sur cette installation-là, il y avait une ancienne chaudière charbon qui avait été arrêtée depuis une vingtaine d'années. Donc, on a démonté cette chaudière charbon et puis on a inséré cette chaudière biomasse, qui est quand même bien plus petite qu'une chaudière charbon, à l'intérieur du bâtiment. Et puis, je dirais, la clé de la réussite, la clé du projet réussi, c'est le dimensionnement. Certes, il ne faut pas surdimensionner l'installation. On a besoin d'atteindre un taux de couverture qui doit être garanti à l'ADEME, qui doit permettre d'avoir ces subventions. Mais voilà, il faut que ce dimensionnement est vraiment très important, parce que la chaudière fonctionnera correctement. En gros, il faut qu'elle soit le plus stable possible, quasiment à pleine charge, pour que l'on puisse et qu'on fasse un peu d'appoint avec du gaz ou autre, pour qu'elle fonctionne et qu'elle s'use moins, ou qu'elle démarre et s'arrête moins. Et donc ça, c'est plutôt c'est un point clé de la réussite du projet. On peut y aller, M. Picot. Alors, voilà, le dimensionnement, classiquement, c'était une monotone. Alors, sur ce site, il y avait une énergie en base qui était l'UIOM, c'est de l'énergie fatale de l'usine d'incinération de Thonon-les-Bains, qui alimente la papeterie, une des machines à papier de la papeterie. On a pris en compte cette fourniture d'énergie. On vient rajouter en rouge, vous voyez, la biomasse, et puis le vert, c'est le bleu, pardon, c'est l'appoint gaz. Et le dimensionnement, vous voyez, pour 80 000 MWh par an, hors UIOM, puisqu'avec l'UIOM, ils sont à peu près à 120 000 MWh par an. On obtenait un taux de couverture autour de 70% des besoins vapeur, qui se fait grâce à la biomasse. Et ce que l'on garantit, bien sûr, à l'industriel, c'est un rendement biomasse et gaz garanti par un prix de mégawattheure, et ça dans le temps, sur la durée du contrat. Voilà. Le dimensionnement, c'est à peu près la même chose, mais ils ont besoin de vapeur 13 bars. Donc, on avait un UIOM à 6 MW, 7,2 en été, parce que l'hiver, ils desservent un autre client, une blanchisserie. Et puis, donc, une chaudière bois de 8 MW. Et il y avait, donc l'installation se suffisait par elle-même. Il y avait deux chaudières de 25 tonneurs qu'on a repris en l'état et qu'on a équipé un peu différemment pour qu'elles puissent tourner à très très faible charge, pour permettre de ne pas surconsommer du gaz quand le bois et l'usine d'incinération suffisent. Donc ces chaudières-là, elles sont vraiment en veille, capables de reprendre en instantané la production de vapeur, mais elles restent en veille. Donc on a mis ce qu'on appelle une torchère gaz à l'intérieur pour pouvoir assurer le secours. Voilà pour le dimensionnement. Les contraintes de place, alors on avait des contraintes importantes dans le sous-sol. On ne pouvait pas trop creuser dans le sous-sol. Donc on a également innové avec un stockage aérien. Alors vous voyez la vue en couple. On a en gros un petit bâtiment où on vient dépoter le bois, donc décharger le bois, un convoyeur qui amène le bois dans 2 silos aériens. Et de ces silos aériens, le bois retombe dans un autre convoyeur et on vient alimenter la chaudière biomasse. Donc là, vous avez la chaudière biomasse. Et à droite, c'est la partie traitement des fumées avec un électrophile pour respecter les valeurs de rejet qui sont de 30 mg à 6% d'O2, ce qui est
ce qui est faisable avec un électrofiltre ou un filtre à manche. On a choisi la technologie électrofiltre. Donc ici, vous avez la vue de dessus et on voit en fait les deux ronds là, c'était les anciens silos à charbon qu'on n'a pas démontés, ils étaient en béton, mais en fait l'emprise du bâtiment que vous voyez, eh bien, c'est l'emprise de l'ancien bâtiment de la chaufferie charbon. Donc ça n'aurait pas changé énormément si on l'avait mis à l'extérieur, parce qu'en termes de dimensionnement, bon, il y aurait la partie silo charbon qui était bien sûr qui n'aurait pas eu lieu d'être, mais globalement, c'est à peu près l'emprise. On a pour ces 8,2 MW une autonomie de 4 jours de fonctionnement avec des silos qui font 1000 mètres cubes utiles, 1000 mètres cubes utiles de biomasse. Donc, et on va dire quand on est à pleine charge, c'est à peu près entre 5 et 6 camions par jour de déchargement. Voilà, donc il y a quand même toute une chronologie ou une coordination à avoir pour la livraison, le prévisionnel de livraison de la biomasse pour pouvoir passer les week-ends. Voilà, ça demande de la maintenance, mais ça se fait plutôt très bien et on a plutôt des taux de disponibilité qui sont assez importants, mais on va le revoir après. On parlait tout à l'heure du financement du projet. Donc, l'industriel souhaitait externaliser ce financement. Donc, la globalité du projet, c'était environ 5 millions d'euros, génie civil compris, bien sûr. Dans ces 5 millions d'euros, la partie biomasse, chaudière, électrofiltre et équipement, c'est environ 1,5 million. Le reste, c'est du génie civil, c'est le stockage, les silos de biomasse. Donc sur 5 millions d'euros, on a eu 1,8 million d'euros de subvention ADEME, subvention qui s'est versée en 6 fois, un premier acompte de 25%, et puis ensuite le reste sur les 5 ans d'exploitation, pour peu qu'on arrive à prouver que l'on ait le bon taux de couverture, enfin la bonne consommation de biomasse par rapport à la consommation de gaz. Ça a été 18 mois de travaux, y compris la partie administrative, avec une enquête publique, hein, puisqu'on est supérieur au global sur la chaufferie avec le gaz, on est supérieur à 20 MW. Donc on a dû déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter avec une réunion au CODERST à la préfecture pour valider le projet, tant en termes d'émissions qu'en termes d'évitement de rejet de CO2, ces choses-là. Le démarrage de l'installation, c'est janvier 2013. Et une phase de mise au point d'environ 4 mois. C'était un petit peu long, d'autant plus que c'était la première que l'on faisait de cette dimension sur la région et que l'approvisionnement biomasse, il a fallu s'organiser. Et au début, on n'avait pas forcément la qualité de biomasse que l'on pouvait espérer. Ça s'est rentré assez vite dans l'ordre, mais c'est un point à ne pas négliger et je sais que maintenant c'est beaucoup mieux organisé. En tout cas, depuis quelques années, on a plus ces soucis et la qualité de la biomasse, on a fait des essais avec différents types de biomasse, mais la qualité de la biomasse, même si elle est un tout petit peu plus chère que n'importe quel produit que l'on peut trouver, c'est vraiment très important pour la durée de vie des équipements et puis pour le taux de panne tout simplement des équipements. Et puis pour l'industriel, hein, on a sur ce contrat-là, du fait qu'on ait ces 2 chaudières gaz qui servent d'appoint et de secours, on a une 100% de garantie de fourniture de vapeur pour client, avec des pénalités lourdes en cas de rupture. Donc ça, c'était le deal avec le client. Hein, lui ne souhaitait pas avoir de rupture de fourniture, donc on a dimensionné et réalisé l'installation pour permettre d'avoir ces 100% de garantie de fourniture. Donc c'est une tranquillité d'esprit quand même pour l'industriel qui peut de ce fait se concentrer sur son process. Le bilan actuel, eh bien, c'est un taux de couverture autour de 70% sur 75, 80 000, ça dépend des années mégawattheure, qui est conforme aux prévisions. Un taux de disponibilité horaire d'environ 95%, ici également qui est conforme aux provisions. Dans le prévisionnel, on était plutôt parti sur 92%, et puis finalement, avec l'amélioration de la biomasse, on est autour de 94-95% de taux de disponibilité horaire. On a une réactivité de la chaudière biomasse supérieure aux prévisions. Donc, quand je vous disais qu'on était un petit peu inquiet sur la réactivité de la chaudière, et on se rend compte que finalement, certes, ça réagit un petit peu moins vite qu'une chaudière gaz,
mais néanmoins, on arrive à coller aux besoins process du client, et ça a été plutôt une bonne surprise parce qu'on pensait vraiment qu'on allait devoir compenser les variations de charge du client avec du gaz, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est plutôt très bien, sans pour autant trop tirer sur enfin, sans pour autant prendre le risque de dégrader le réfractaire ou la chaudière elle-même. Donc ça a été plutôt une bonne surprise. Un rendement annuel d'exploitation de la biomasse, pareil, supérieur aux prévisions. On est à 85% de rendement de production. Entre le bois qu'on consomme et les tonnes de vapeur que l'on produit, on a 85% de rendement, donc ce qui est plutôt très très bien. Une vraie stabilité des prix de fourniture de la biomasse, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de 2012 à 2020, on a perdu 1 euro par mégawattheure PCI en moyenne sur nos achats, pour une qualité de biomasse qui s'est améliorée, pour lesquelles on a été un peu plus sélectif. Des coûts d'exploitation à ne pas négliger. En heures de maintenance et coûts de remplacement des pièces, on est un peu sur de la mécanique lourde, et donc il ne faut pas négliger l'entretien. Et donc, certes, c'est un peu plus d'heures que ce que l'on avait prévu à l'origine, mais c'est important pour obtenir ces taux de disponibilité et de productivité, et garantir ces 100% de fourniture vapeur. Et puis le dernier point, j'en ai déjà parlé, mais une vigilance très particulière sur la qualité de la biomasse. C'est directement proportionnel au taux de disponibilité horaire avec des casses dues à la biomasse. Et on a, on va dire, une cinquantaine de chaufferies biomasse sur notre parc global Rhône-Alpes-Auvergne, on va dire. Et les statistiques nous montrent très clairement. Donc vraiment, partout où on a des plans de maintenance bien respectés et où on fait cette maintenance préventive, on arrive à tenir des taux de disponibilité horaire très importants. Voilà pour le bilan. Alors, l'intérêt de cette présentation, c'est aussi de parler de ce financement et de ce projet clé en main, comment il s'est déroulé, quel est l'intérêt pour le client, et comment NJ Solutions intervient dans ce cadre-là. Donc, on intervient soit en association, d'ailleurs avec l'ADEME quand c'est de la biomasse, ou un bureau d'études, ou en direct, avec un diagnostic amont, une campagne de mesure pour définir l'état des lieux qui est importante pour pouvoir ne pas surdimensionner ou surdimensionner l'installation. On va étudier une solution adaptée, on va contractualiser, c'est une partie importante, mais qui se fait maintenant assez facilement. On va réaliser les travaux. En tout cas, on va les piloter avec différents sous-traitants, mais on va piloter ces installations. Pourquoi? Parce que dans le contrat global que l'on va signer avec l'industriel, on a cette garantie de résultat, garantie de fourniture, de rendement sur le prix de la biomasse. Et c'est important que l'installation que l'on conçoit et que l'on va exploiter soit réalisée, et avec une surveillance particulière sur la qualité des matériaux, sur le choix des matériaux à utiliser pour pouvoir obtenir cette garantie dans le temps. Donc, et ensuite, on assure la mise en service, la conduite et l'accompagnement du client. Donc, au-delà du financement pur, qui lui-même n'est pas forcément plus intéressant que si on va voir une banque ou autre chose, hein, c'est vraiment l'aspect globalité du projet qui permet à l'industriel d'avoir une visibilité et d'être plus serein dans la durée. Un autre point, alors ce n'est pas forcément le cas sur de la vapeur comme ce projet que je vous présente là, mais en général, quand on décide on essaie de financer une installation, on essaie de la financer sur les économies d'énergie pour le client. C'est-à-dire que le financement, le, le, P4, enfin le poste financement de l'installation, il se paye sur les économies d'énergie qu'on va générer, puisque c'est en général ce que l'on essaie de garantir sur les contrats. Donc, on prend toute cette partie à droite là, hein, de la situation, la conduite, l'administratif, le contrôle réglementaire, maintenance, gros entretien, renouvellement, le fluide, le combustible et l'amortissement. Et puis, dans cette solution clé en main, on englobe tout ça en définissant des économies d'énergie pour pouvoir financer cette installation. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions sur Merci, le projet. merci de votre intervention. Julien, est-ce que tu peux nous faire état des questions qui sont apparues sur le chat? Il y a une question qui est apparue sur la provenance du bois qui est livré. Alors, avec l'ADEME, dans la convention de financement, dans la convention de financement par rapport au BCAT, on va définir un plan d'approvisionnement biomasse avec un rayon d'approvisionnement biomasse. En l'occurrence, sur papeterie du Léman, le rayon d'approvisionnement, c'est 100 km. Alors, c'est un rayon à vol d'oiseau, hein, donc ce qui fait qu'on peut aller pas jusqu'à Grenoble, mais pas loin. Et donc, on a cette biomasse qui ne doit pas provenir de. Il y a quelques contraintes là-dessus, et cette biomasse, elle ne doit pas provenir d'un rayon supérieur à 100 km. Ce qui est logique, c'est d'avoir le circuit le plus court possible pour pouvoir environnementalement être respectueux de l'environnement. D'accord. Une autre question? Non, écoute, là, il n'y en a pas. Si, moi, j'avais Monsieur Chopin d'EDA Énergie qui demandait quelle est la température de vapeur à l'utilisation. Alors là, on est à 13 bars, ce qui est à peu près 175 degrés. Ouais, 175 degrés. Et puis, on a une autre chaufferie quasiment identique aux papeteries de Visil à côté de Grenoble. Et là, on est à 8 bars et on est environ à 165 degrés. Voilà. Mais en fait, par rapport à la biomasse, il n'y a aucune importance, hein. On peut produire de la vapeur à 300 ou 400 degrés avec de la biomasse. Par rapport au combustible, il n'y a aucune importance, hein. C'est plutôt techniquement sur la stabilité du fonctionnement. C'est cette chose-là qu'on va essayer de rechercher. Il y a une précision sur le financement de la part de Nelly Lafaille de l'ADEME. Les subventions ADEME du fonds chaleur sont versées généralement en 2 fois, 80% à la mise en service de l'installation et 20% après 1 an de bon fonctionnement. Donc l'échéancier de versement peut être négocié, mais généralement, c'est 2 versements. Peut-être c'est spécifique pour le BCIAT, je ne sais pas. Ouais, je pense que BCI a été un peu spécifique. Ou ça a changé depuis, Ça, puisque que votre projet il a été réalisé en 2013, 2012, 2013, ouais. 2012-2013, ok. Donc c'était un peu aussi juste au démarrage du fonds chaleur, parce que 2009, je crois, c'est le premier fonds chaleur et les premiers appels à projet BCAT Tout à fait. de mémoire. Très bien, très bien. Est-ce que une question, est-ce que quand on va aller sur des températures de vapeur plus élevées, on pourrait être tenté d'utiliser d'autres technologies, toujours avec la biomasse, et trouver d'autres solutions? Alors, si on a des températures plus élevées, ce qui va limiter la, technologie des chaudières telles que l'on a aujourd'hui, là, hein, celles que l'on a installées, c'est des chaudières à tube de fumée. C'est au-delà de la température, c'est plutôt la pression. Ces chaudières tubes de fumée jusqu'à 20, 25 bars et on va dire jusqu'à 15 mégawatts. On peut rester sur des chaudières tubes de fumée, donc qui sont un peu des chaudières classiques avec un avant-foyer, mais des tubes de fumée. Ensuite, on passera plutôt sur une technologie en tube d'eau, où là, bon, c'est plus du tout le même investissement quand même, parce que on est sur des chaudières beaucoup plus hautes, et beaucoup plus volumineuses, un peu plus du type usine d'incinération. Et donc là, c'est plus tout à fait le même investissement. Donc c'est vraiment plutôt le couple pression-puissance qui fera qu'on sera obligé de se passer sur une autre technologie. Mais bon, jusqu'à, on va dire, 20 tonneurs, 20-25 tonneurs, et puis 15 bars, ou 15 bars, on peut avoir cette même technologie et monter à des températures bien plus élevées, hein. Ça dépendra directement de la pression à laquelle on a besoin de produire la vapeur. Très bien. Marie-Noëlle Roulefebvre, qui a une réflexion, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes,
qui dit comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a encore des gisements aussi importants de chaleur fatale industrielle, comme ce qui était évoqué dans la présentation d'Olivier Gillet, alors qu'il est possible de faire des opérations aussi intéressantes que celles que vous présentez. Enfin, en tout cas, en tiers investissement, j'imagine qu'il y a aussi des possibilités sur la chaleur fatale. Bien sûr, bien sûr. On travaille sur des projets en ce moment, notamment avec une cimenterie Vicat à Saint-Égrève. Voilà. Alors, parfois, il y a des freins un peu différents, hein, parce que pour récupérer cette chaleur fatale, il faut pouvoir que les abonnés, enfin qu'on puisse se raccorder des abonnés. Alors, les textes de loi sont en train de changer et de favoriser ce raccordement sur des réseaux de chaleur, mais c'est pas toujours obligatoire, c'est pas obligatoire, et donc il peut y avoir des freins à de développement de projets. On a travaillé avec M. Gillet sur ce projet-là et qui pour l'instant est un petit peu en suspens parce qu'il y a un des gros consommateurs qui avait rénové sa chaufferie il y a très peu de temps et qui donc ne souhaite pas forcément se raccorder dessus. Donc ça peut être le frein, un des freins à ce raccordement, à ce développement de ces projets. Pourtant, la chaleur est là. Bien, eh ben, merci. N'hésitez pas à continuer à intervenir et à poser des questions qu'on pourra reprendre à la fin de la troisième intervention. Du coup, je vais passer la parole à Monsieur Jean-Marie Valani. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Merci. Je vais faire la présentation peut-être un petit peu plus technique de la centrale de cogénération BEC qui se trouve à Commentry, qui est à l'intérieur de la plateforme chimique Adiceo. Il s'agit d'une centrale biomasse, 100% biomasse, sans aucun autre apport, qui se trouve à Commentry dans l'Allier. Cette centrale biomasse a été construite en 2013 et a commencé son exploitation en 2017, construit conjointement par la société Neoen et aidée dans le financement par la Caisse des dépôts et consignations. Et l'exploitation de cette centrale est effectuée par la société à laquelle j'appartiens, la société IDEX Environnement, qui est spécialisée dans la gestion et la valorisation de déchets et notamment la biomasse. La centrale de cogénération de Commentry est intégrée à la plateforme Adiceo, comme je le disais, donc à la société Adiceo. Elle fournit de la vapeur principalement pour la société Adiceo, qui est une société qui appartient à un groupe chinois, une société de 500 employés sur Commentry et qui fabrique des acides aminés et des vitamines. Donc, elle utilise principalement cette vapeur pour du stripping, pour sortir des molécules et pour du transport de poudre, du séchage de poudre et des choses comme ça. Donc la centrale BEC produit principalement de la vapeur et de l'électricité puisqu'on a une turbine à vapeur que l'on délivre sur le circuit électrique RTE, et tout ça à partir de plaquettes de bois, de plaquettes forestières uniquement, donc pas de déchets de déchets de bois ou autre, c'est que de la plaquette forestière qui vient de certaines scieries ou qui vient de traitements de bord de route, d'élagage et autres. L'électricité que l'on produit, elle, est injectée sur le réseau RTE, et le rachat de l'électricité, puisque c'est l'une de nos plus grosses productions énergétiques, est assuré par un contrat Creux 3 qui en échange de garantie de performance énergétique, nous garantit un prix compétitif de rachat d'électricité. La biomasse approvisionnée, petit point de détail, la biomasse approvisionnée pour fournir la centrale BEC vient dans un rayon, comme avec la centrale présentée précédemment, dans un rayon de 150 km, et la centrale consomme, alors en nominal, 150 000 tonnes de biomasse à l'année. En réalité, on est plutôt aujourd'hui sur 135 000 tonnes de biomasse consommée cette année. L'organisation contractuelle de BEC, donc aujourd'hui BEC, c'est un ensemble de sociétés qui servent à faire fonctionner cette entreprise. Donc la biomasse est approvisionnée par une filiale de notre propriétaire. Donc la centrale en elle-même appartient aujourd'hui à la société Coriance. Elle a été construite à l'origine par la société Neoen.
une société spécialisée dans l'énergie, et elle a été revendue il y a maintenant presque un an à la société Coriance, qui est plus spécialisée dans la gestion de réseaux de chaleur et de centrales énergétiques. Donc Coriance, par sa société Biosource, nous fournit 100% de la biomasse qui passe dans notre centrale. IDEX Environnement est aujourd'hui en charge du fonctionnement de la centrale et de toute la maintenance de la centrale, des contrôles réglementaires et de suivi énergétique de la centrale. L'électricité est-elle rachetée par EDF? Les utilités nécessaires à la centrale sont fournies par Adiceo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Enfin, les sociétés sont bien imbriquées entre elles. C'est-à-dire qu'Adiceo, aujourd'hui, est à la fois un client, un fournisseur de la société. Coriance est un client, un fournisseur de IDEX, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un système de contrat qui permet de maintenir cette centrale en fonctionnement. Et de cette centrale, on extrait de l'électricité qui est donc vendue à EDF. On extrait de la vapeur qui est vendue à Adiceo. Et on extrait des cendres qui sont, elles, envoyées et données à Suez. Donc, il y a 2 types de cendres sur la centrale. Et il y a un type de cendre qui est envoyé à Suez pour servir d'engrais et donc qui est épandu dans un rayon de 150 km autour de la centrale. Alors, je vais rentrer dans une partie un peu plus technique. Le fonctionnement de la centrale bec, c'est d'abord un apport de bois. Donc, nous utilisons de la plaquette qu'on appelle type P100. Donc, c'est de la plaquette de bois qui est taillée en petits cubes qui vont de 1 mm à 10 cm par 10 cm. On a 2 moyens. Soit on peut décharger les camions, donc c'est des camions par fond mouvant, on peut les charger directement dans le système d'alimentation, ou alors on a une plateforme de à peu près 6 mm3 qui nous sert de tampon et de sécurité de stockage sur la plateforme. On effectue une première opération qui est le déferraillage. Donc, on sort tout ce qui peut être préjudiciable à l'installation. Donc, tout ce qu'on trouve dans le bois, les petits clous, les petites chaînes, les morceaux de clôture, les chaînes de tronçonneuse, les vis, les écrous, tout ça. On effectue une opération de criblage, c'est-à-dire qu'on va retirer tous les morceaux de bois supérieurs à 200 mm de longueur. Et ensuite, on stocke. Donc, a priori, de ce que j'ai vu, dans le même principe que l'usine de Thonon. Donc, nous, on a 5 blocs de stockage de 1250 m3 chacun. 1250 m3 de bois, ça correspond à une journée de fonctionnement de la centrale. Ce bois est ensuite amené dans la chaudière. La chaudière a également besoin d'eau déminéralisée. Donc, aujourd'hui, on a une qualité d'eau très pointue pour faire fonctionner la chaudière et garder la chaudière en bon état de fonctionnement. Donc, c'est Adiceo, via son service utilité et son système de fonctionnement, parce que Adiceo utilise énormément d'eau, qui nous fournit toute l'eau dont la chaudière a besoin. La chaudière est une chaudière de 44,5 MWh, duquel on va sortir de la vapeur à 90 bars et 520 degrés. Cette vapeur est expédiée directement dans notre turbine qui nous sert à faire de l'électricité. Donc, une turbine de 14,9 MWh, donc qui est capable de produire 14,9 MWh d'électricité toutes les heures. Adiceo, on fournit à peu près 50% des besoins d'Adiceo en termes de vapeur, sachant qu'Adiceo, sur la plateforme, il y a 4 autres chaudières qui fonctionnent par intermittence, qui fonctionnent à gaz, et dont une est reliée à une turbine à gaz qui fonctionne à peu près 4 mois par an. Donc, le reste du temps, c'est la centrale bec qui fournit la vapeur à Adiceo et qui fournit la vapeur sous 2 formes, de la vapeur en V2 que l'on appelle, qui est la vapeur à 2 bars, et de la vapeur V13 qui est la vapeur à 13 bars, qui sont soutirées de la turbine et qui réduisent légèrement en fonction de la quantité extraite, qui réduisent la quantité d'électricité produite. Donc, cette vapeur va être ensuite fournie à Adiceo. La vapeur restante qui n'est pas fournie à Adiceo, puisque en fait on est assujetti aux besoins d'Adiceo, on fournit en fonction des besoins. La vapeur que l'on a fabriquée avec notre chaudière et qui passe dans la turbine, elle va retourner via un système d'aérocondenseur et va revenir dans la chaudière et va circuler en circuit fermé pour revenir dans la turbine ensuite, refaire de l'électricité et ainsi de suite. De cette chaudière, on sort 3 sous-produits. Donc, une première sorte de cendre qui est la cendre qui tombe directement de la grille, qui sont des cendres qu'on assimile à des engrais, donc de cendres qui vont en épandage. On a ensuite un système de filtre à manche qui va récupérer toutes les petites cendres volatiles, qui va les renvoyer 2, 3, 4 fois dans la chaudière pour les brûler au maximum.
et le reste qui est vraiment imbrûlable et qui restera bloqué dans les filtres à manche, lui, est expédié en enfouissement. On pourrait faire retraiter ces cendres pour les envoyer en cimenterie. Les cimenteries utilisent ce type de cendres. Malheureusement, nous sommes en Auvergne. L'Auvergne est un terreau où on a beaucoup de magnésium et de manganèse. Donc, les arbres contiennent beaucoup de magnésium et de manganèse et ça rend nos cendres impropres à l'utilisation pour de la cimenterie. Mais dans certains terroirs, il est possible de l'utiliser pour les mettre en cimenterie. Et ensuite, on sort des fumées, donc avec un rejet atmosphérique, avec un suivi permanent. Mais là, on est quasiment à moitié sur la centrale depuis 2 ans d'exploitation, à moitié des normes exigées. Donc, on pollue vraiment très très peu, de l'ordre de quelques milligrammes par heure. Donc, voilà le fonctionnement simplifié de la centrale bec. Une petite vue de la centrale bec. Vous voyez la taille un peu des installations. Donc, toutes les installations que vous voyez au fond, c'est ADICO, donc vous avez à peu près 1/10 de la plateforme. La centrale bec en elle-même, ce que vous montre la souris, c'est la chaudière. Donc une chaudière, c'est un gros bâtiment, 24 mètres de haut. Vous avez la turbine, donc la turbine, pareil, un énorme bâtiment. Et puis après, vous avez les aérocondenseurs. Et ce que vous avez sur la droite, c'est tout le système d'alimentation biomasse qui ressemble beaucoup à celui d'Autonom présenté précédemment. Voilà. La centrale bec en quelques chiffres, donc l'approvisionnement et la consommation, c'est comme je le disais, 135 000 tonnes de biomasse approvisionnées en 2019. Ça correspond à peu près à 500 camions, donc 500 spare-remorques déchargés tous les mois. Et la consommation de biomasse instantanée, c'est à peu près 45 à 50 mètres cubes heure de bois qui passe dans notre chaudière. Le fonctionnement de la centrale est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sachant qu'on fonctionne 8100 heures par an, ça correspond à un fonctionnement toute l'année, moins à peu près 20 jours, 20-24 jours, grand maximum, pour faire de la maintenance, pour faire des arrêts techniques ou des interventions un peu spécifiques de nettoyage de la chaudière. Mais le reste du temps, nous fonctionnons 24-24, 7 jours sur 7. Pour faire fonctionner toute cette installation, c'est une équipe de 17 personnes, donc 17 personnes IDEX, 16 personnes IDEX et une personne Coriance qui gère le contractuel et l'approvisionnement biomasse. Et sur la biomasse et sur le bois, c'est à peu près, c'est un calcul qui a été fait au début de la centrale, c'est à peu près 50 emplois induits sur les forestiers, les transporteurs. À titre d'exemple, pour les forestiers, on fonctionne avec 25 forestiers différents et une vingtaine d'apporteurs et de transporteurs différents. La production électrique de la centrale, donc c'est 102 gigawatts par an. C'est l'équivalent en nombre de foyers et pas d'habitants, c'est 80 000 foyers. La production vapeur en elle-même, c'est 150 gigawatts par an et c'est 50% des besoins ADICO. Alors, puisqu'on parle coût de fonctionnement et dépenses, donc moi je ne peux pas vous expliquer, j'appartiens à la société qui exploite la centrale, donc sur le financement et autres, je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre, mais par contre sur les coûts de fonctionnement et l'installation, aujourd'hui, si vous prenez les carrés, c'est des proportions à peu près bonnes. Ce qui coûte le plus cher à la centrale, c'est la maintenance, le remplacement de matériaux lourds, donc la centrale est en début d'exploitation, ce n'est pas encore trop le cas maintenant, ça le sera plus tard. Et puis ensuite, tout ce qui est exploitation et maintenance. Donc l'exploitation et maintenance, aujourd'hui, c'est un coût fixe qui est alloué mensuellement à IDEX par le propriétaire, donc aujourd'hui Coriance, pour tout ce qui est maintenance courante, salaire des employés, consommation, traitement, expédition des cendres, contrôle réglementaire et suivi journalier et tout ce qui peut être vie de la centrale et fonctionnement de la centrale. Notre client aujourd'hui ne fait que du suivi, c'est du clé en main. IDEX assure tout le fonctionnement de l'installation et notre client n'a plus qu'une fonction de surveillance et d'amélioration dans l'usine. Ensuite, le P3, donc c'est la maintenance, là c'est un coût variable. Alors il est planifié par avance, mais on s'aperçoit aujourd'hui que voilà, la planification avec 10 ans d'avance, ce n'est pas toujours vrai selon l'évolution des technologies. Donc la somme est planifiée, les coûts, ça prend en compte les arrêts techniques notamment, donc on s'arrête une fois par an, bien qu'en ce moment on soit en train d'étudier le fait de s'arrêter tous les 18 mois plutôt. Et ça prend le remplacement des gros organes, des gros moteurs, de toutes les choses qui pourraient casser ou qui vont s'user à l'avenir dans la centrale.
Ensuite, dans la consommation de cette centrale, on a l'achat d'eau alimentaire, donc aujourd'hui qui est géré par Coriance et que l'on achète à Adiceo. Donc, on achète une partie de la consommation de l'eau d'Adiceo. L'achat de biomasse qui est géré en direct par Coriance, donc, qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, on achète 135 000 tonnes. On achète au mégawatt, donc on n'achète pas des tonnes de bois, on achète des mégawatts de bois. Donc, on achète environ 400 000 mégawatts de bois chaque année. On a une petite redevance que Coriance repaye à Adiceo, puisqu'en fait, le terrain appartient toujours à la plateforme Adiceo. De par le fonctionnement Céveso de la centrale, c'est aussi demandé. Et donc, il y a une petite redevance sur laquelle on a des services supplémentaires. Donc, le gardiennage est assuré par Adiceo et on a un service pompier qui peut intervenir très rapidement sur la centrale. Tout le traitement des cendres, le service d'enfouissement, etc. Donc, l'expédition et la manipulation est faite par IDEX et le traitement des cendres et l'épandage est géré par Coriance. Donc, là aussi, c'est pareil, c'est un coût à l'année. Et tout ce qui est travaux d'optimisation, tout ce qui est CAPEX, la centrale étant relativement récente, on n'a pas d'exemple, mais pour l'instant, les coûts restent faibles. La centrale est plutôt très bien conçue. Elle a mis longtemps à sortir de terre avec beaucoup d'aléas, donc elle a eu une période d'optimisation assez importante de 2 ans. Donc aujourd'hui, les coûts d'optimisation sont très faibles sur cette centrale, on a même du mal à les trouver. Donc voilà pour tout ce qui est coût de fonctionnement sur la centrale Bec à Commentry. Donc voilà, la centrale Bec aujourd'hui, c'est un fonctionnement, comme vous avez vu, imbriqué entre plusieurs sociétés, entre Adiceo, le propriétaire de la centrale et IDEX Environnement. C'est un fonctionnement stable. On est sur du fonctionnement 24/24, 7 jours sur 7. Donc la centrale fournit pas toujours de la vapeur, mais produit de l'électricité au moins 24/24. On est capable de fournir un secours à Adiceo, sachant qu'Adiceo possède 4 chaudières, donc le secours n'est pas vraiment très important pour Adiceo, ils sont toujours capables de se dépanner. Mais en cas de chute d'une chaudière, de panne importante, Adiceo est capable de se dépanner. Et aujourd'hui, voilà, ça garantit un fonctionnement main dans la main avec notre client Adiceo. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Valloni, pour cette présentation très intéressante. Du coup, je demande à Julien Laporte s'il y a des questions qui ont été posées. Non, a priori, tout était clair et limpide. Il n'y a pas de réaction ni de question. Très bien. Moi, j'ai une question. Donc, du coup, si je comprends bien, le contrat creux que vous avez signé vous impose une disponibilité de la production d'électricité la plus large possible. Alors, ce n'est pas une disponibilité, c'est une efficacité énergétique. D'accord. Donc, en fait, alors le rendement de la centrale, c'est 92% en fait, par rapport à l'énergie entrante, l'énergie sortie, mais c'est une efficacité énergétique. Donc, c'est en gros la consommation en énergie ou entrante. On prend l'énergie de l'eau, l'énergie du bois, tout ça divisé sur l'énergie sortante. Donc, on doit avoir une efficacité énergétique globale de 61% en moyenne, plus ou moins 10%. Donc, si on garantit cette efficacité énergétique à la creux, on garde le tarif de rachat. D'accord. Et le tarif de rachat, il est quand même conclu pour une quantité d'énergie ou en tout cas un nombre d'heures de… Oui, il y a un nombre d'heures de fonctionnement et une quantité d'énergie utilisée par Adiceo. Ok. Très bien. D'autres questions, Julien? Patricia Mafredé-Prost de la DDT 73, pouvez-vous nous dire de quels aléas vous parliez s'agissant des 2 ans nécessaires à la sortie de terre de l'installation? Alors, la centrale, en fait, a été prévue pour redémarrer en 2015, mais elle a subi 2 gros aléas. Un, notamment, lors de la livraison de la turbine qui est fabriquée par une société allemande. Et lors de la livraison de la turbine, il y a eu un accident routier avec un mort, malheureusement. Et donc, la turbine a subi un accident routier, a dû repartir en Allemagne pour plusieurs mois de vérification et de refabrication. Et elle est revenue ensuite pour être réinstallée. Donc, ça a créé quasiment presque 1 an de retard. Et le deuxième retard est dû principalement au constructeur qui a… donc, il y a une installation un peu particulière où la centrale Bec en elle-même
a un cordon ombilical qui se continue dans Radiceo. Donc le pipe qui délivre la vapeur dans Radiceo et qui délivre dans certains ateliers appartient à la centrale Bec. Donc on a quelques pieds dans la plateforme Radiceo. Et ce pipe-là a mal été utilisé par le constructeur et nous avons eu un coup de bélier et une destruction d'une partie du pipe. Donc ça explique à peu près les 1 an et demi de retard de mise en service, plus la société qui a construit, donc c'est un consortium entre Leroux et Lotz et Areva, et on connaît tous les ennuis d'Areva dans les années 2010-2015, et Areva a fermé son unité allemande qui fabriquait la centrale pendant la fabrication de la centrale, donc ça a un peu compliqué les choses. La centrale a été un peu... voilà, on a essuyé les pots de la construction d'Areva. Mais depuis la mise en service qui date de novembre 2017, nous sommes sur un fonctionnement optimal au-delà des espérances et des garanties constructeurs. Ok. Et une autre question de Marie-Noël Roux-Lefebvre. Dans les contrats d'achat de la biomasse, au-delà des critères sur la localisation, l'approvisionnement, est-ce qu'il y a d'autres critères sur le mode de production, la qualité de la biomasse? Pas que je sache. On a une contrainte de localisation, donc les 150 km autour. On a une contrainte de dimension et de normalité de la biomasse, donc ça doit être de la P100. Donc on n'a pas le droit d'aller prendre des grands morceaux ou des tout petits morceaux. Ensuite, on n'a pas d'autres contraintes, me semble-t-il. Faudrait que je relise les contrats, mais il ne me semble pas qu'il y ait d'autres grosses contraintes. Et après, le type de bois, donc on a un type de bois de classe A, de classe forestière, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser du bois de palette, par exemple, du bois de déchetterie, du bois qui viendrait d'une autre industrie. On a, comme je le disais au départ, on a uniquement du bois qui provient d'élagage de bord de chemin, de déchets de scierie, c'est-à-dire que le bois que la scierie ne sera jamais utilisé, du bois de méranderie et de scierie. On a uniquement ce type de bois-là. Parfait. Merci encore à tous nos intervenants. Je vais rajouter juste un petit point. Oui. Juste un petit point, ça a un avantage, ça permet d'utiliser, comme je parlais des déchets de scierie, ça permet d'utiliser certaines choses qui ne sont pas valorisées dans les scieries. Nous, on brûle en petite quantité parce que ça a aussi un impact sur les installations, mais on brûle de l'écorce qui n'est pas toujours valorisé dans les scieries. Et on brûle aussi du bois de culée, c'est-à-dire de la souche, en petite proportion. Donc, ça nécessite une petite maîtrise de la biomasse et des mélanges de notre biomasse. Mais on brûle ce type de produits qui sont des produits forestiers basiques, mais qui n'ont pas de débouchés importants. Et vous disiez que le criblage en entrée de filière supprimait les morceaux là, de plus de 20 mm? Alors, c'est vraiment de la dimension. Ça n'a aucun intérêt sur la qualité du bois. Il s'agit juste de cribler les morceaux qui sont supérieurs à 200 mm, qui sont hors de la norme P100, en fait, ouais. Pour deux choses. Un, pour rester dans la norme P100. Alors, il est vrai que les forestiers, de temps en temps, peuvent laisser passer un morceau de bois. On n'a pas des tonnes. Mais ça permet aussi de garantir la durée de nos installations. Un gros morceau de bois, comme on l'a déjà vu passer, peut créer pas mal de dommages dans l'installation, puisque nous, on a des convoyeurs qui sont des convoyeurs à palettes ou des convoyeurs à vis, et avec beaucoup de puissance. Donc, ça peut broyer le morceau de bois, mais ça peut aussi broyer l'installation de la même manière que ça broierait le morceau de bois. Donc, c'est plutôt pour garantir un fonctionnement de l'installation qu'on a ce criblage. Oui, pour être dans la norme P100. Ok. Bien, du coup, il est 10h30. Il est temps donc de conclure cet atelier pour laisser place à celui qui arrive tout de suite derrière. Merci encore à tous nos intervenants ce matin. Très intéressant et j'espère que ça donnera vraiment envie aux industriels et aux entreprises de s'intéresser au bois énergie. On voit que c'est une énergie qui est stable, fiable et qui a vraiment beaucoup d'intérêt pour justement baisser les émissions et du coup améliorer la performance environnementale des entreprises. Eh bien, merci encore à tous.